Alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Et déjà un grand merci aux amis du nouveau musée de m'avoir invité. Je suis très honoré et aussi un peu stressé. Un grand merci aussi à vous tous également d'être venus et d'avoir pris le temps de vous déplacer malgré la pluie pour cette occasion. Si tout à coup vous ne m'entendez pas bien, vous dites parce que j'ai toujours tendance à parler toujours plus doucement, toujours plus doucement. Je vais essayer de ne pas trop m'oublier. Après, sinon, il faut qu'il monte la puissance. Oui, parce que parler en public, ce n'est pas mon point fort. Mais si ça ne se passe pas bien, eh bien, pensez à l'apéro après, et puis ça vous donnera le moral. Voilà, Marc m'a dit donc, que j'avais carte blanche, je lui ai demandé quand même un petit peu des précisions, et puis il m'a suggéré aussi de dire quelques mots peut-être sur mon parcours. Donc j'ai intégré ça à la présentation, et comme ça vous verrez un petit peu le parcours. Il y aura beaucoup d'anecdotes qui paraîtront, peut-être n'avoir aucun lien entre elles, mais chacune de ces anecdotes ont forgé de loin ou de près mon intérêt pour l'histoire de la ville de Bienne, et je vous les présenterai chronologiquement comme je les ai découvertes dans ma vie. Ce sont elles, ces anecdotes, qui m'ont motivé d'entreprendre un projet fou. C'est vrai que c'est un projet fou de faire ce projet La Fonderie. Au lieu de profiter de ma retraite et me mettre sur un rocking chair. Voilà, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est aussi à noter que, peut-être, c'est la première fois que j'en parle publiquement, je voulais vous dire ça. C'est presque un peu trop tôt. Mais si je ne le fais pas ici, eh ben, je ne sais pas quand c'est que je le ferai. Et c'est quand même un endroit idéal pour en parler. Ceci dit, tant que nous n'aurons pas donné le premier coup de pioche, c'est un projet qui reste conditionnel. Selon le dicton, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors je vais faire monter un petit peu la mayonnaise, donc vous allez attendre un petit moment avant que je vous parle de ce projet. Je vais utiliser des photos, des films, des vidéos et autres documents d'archives pour rendre cette présentation un petit peu plus vivante. Alors, je vais même commencer un tout petit peu avant ma naissance, parce que... et même pas la naissance de mon père, mais la naissance de mon grand-père, de notre grand-père, mon cousin aussi là, Jean-François, Jérôme Conrad. Jérôme Conrad est né en 1897 à Cours. D'ailleurs, c'est la même année que la voiture Henriot, dont nous verrons à la fin de cette présentation un petit peu une histoire, est née, une voiture viennoise. On y reviendra. Notre grand-père a suivi une formation de décolleteur, et comme tous ses nombreux frères, il va fonder une entreprise de décolletage à Cours. Mon grand-père était quelqu'un de très doué en technique. Et c'est lui qui a mis au point, en tout cas, mis au point un système de calculation de cam. Les cams, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu ce que c'est, mais dans le décolletage, c'est faire des pièces automatiques de révolution, des pièces rondes. Et puis, un tour d'abracam fait une pièce. Et puis, pour faire ces pièces, eh bien, il y a des cams qui sont des excentriques. Donc, quand l'abracam tourne, vous avez un buret qui avance, vous avez la matière qui avance, et puis à la fin, tout à coup, il y a une pièce qui tombe. Et puis calculer ça, surtout à l'époque, c'était quelque chose de très nouveau. C'était pas facile. Et il semble-t-il, de quelqu'un d'extrêmement doué à ce niveau-là. Malheureusement, il était alcoolique et très violent. Je ne vais pas raconter toutes les histoires que j'ai eues, mais ce n'était pas forcément la meilleure personne qu'il existait. Mais revenons à notre grand-père, qui, lui, n'était pas alcoolique. Et vers la fin de la Première Guerre mondiale, j'imagine vers 1917, il a été mobilisé. Malheureusement, comme beaucoup, il reviendra avec la grippe d'Espagne, qui va se muer plus tard en une tuberculose chronique. Alors, pourquoi a-t-il déménagé à Évillars depuis Moutier ? Eh bien, pour des raisons de santé, évidemment. Évillars est un lieu de cure. Le grand air, la montagne, le soleil, loin de la pollution de la ville, est néanmoins facile d'accès avec le funiculaire. C'était des qualités d'Évillars. Ce n'était pas le seul à penser ça. Il y avait la Maison Blanche, un sanatorium pour les enfants souffrant de problèmes respiratoires. Mais il y avait aussi l'hôtel Le Beau Site, également un sanatorium pour enfants, puis une maison de repos pour les infirmières de la Croix-Rouge. Et puis, j'ai vu, l'autre jour, en préparant ça, il y avait aussi l'hôtel des Trois Sapins. Et dessus, c'est écrit, en fait, Kurhaus. Donc c'était aussi une maison de cure ou une maison de repos, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais c'était quand même surprenant de voir ça.
Et une année après que Jérôme Conrad, donc le grand-père, soit venu à Évillard, eh bien, c'est toujours pas ma naissance, c'est celle de mon père. Alors mon père, lui, est né ici à Bienne, tout près d'ici, en fait, à l'hôpital de Distrie de l'époque, qui est aujourd'hui le centre d'art Pascar. On y distingue ici également la maison Verdun, qui est en pleine rénovation. Et je dois dire que de nombreuses années plus tard, j'y passerai 18 mois. En effet, cette bâtisse abritera pendant des années l'école secondaire du Pascar. Mais mon niveau scolaire ne me permettait pas d'y rester beaucoup plus longtemps, malheureusement. Donc je suis retourné à Villars. Mais c'est quand même marrant de venir et de voir ces bâtiments et tout ce qui s'y est passé. Une chose intéressante, en 1930, donc une année après, à Chantemerle, à Beaumont, on y construira une clinique pour tuberculeux, le pavillon Nadenbourg, qui plus tard deviendra le premier bâtiment de l'hôpital régional. Alors à voir le nombre d'établissements pour les gens souffrant de maladies respiratoires, on se rend compte que les problèmes de santé à cette époque étaient quand même conséquents. On peut presque dire qu'il y a presque 4 bâtiments à 1-2 km à vol d'oiseau à la ronde qui traitent les gens malades de problèmes respiratoires. Et il y avait quand même beaucoup moins de monde encore à l'époque, enfin, peut-être pas, en tout cas à Villars. Voilà. Donc mon grand-père sera malade pendant 20 ans. Et cela n'empêchera pas de gérer son entreprise à Évillars. J'ai retrouvé des publicités de cette époque. Je trouve intéressant, on voit, alors on peut presque pas lire, sous le premier, mais Jérôme Conrad, il y a le numéro de téléphone avec 4 chiffres, c'est 2149. Et en 1945, à 49 ans, il décédera de la tuberculose. Et après quoi, c'est mon père qui a repris l'entreprise, il avait 16 ans, avec sa sœur, et son frère Paul, le papa de Jean-François, il travaillait également. Et là, on voit le numéro de téléphone, il y a déjà un numéro de plus, 2 21 49. Et 032, l'indicatif, ça viendra après 2 21 49, et puis après 322 21 49, et après 032 322 21 49. Ouais, les numéros se sont allongés. Et après la naissance de mes 2 frères, qui ont 4 et 6 ans de plus que moi, c'était à mon tour de pointer le nez. Mais cette fois-ci, à l'hôpital régional de Beaumont. Vous voyez que derrière, on revoit de nouveau ce pavillon Nadenbusch. Alors, je ne suis pas sûr de la date, si c'est la date où je suis venu, ou un peu avant ou après. Je ne me souviens pas non plus quelle chambre exactement. Mais l'hôpital a bien changé depuis. Donc, à partir de maintenant, en principe, je vous parle de souvenirs que j'ai. En 1966, un de mes premiers souvenirs liés avec le patrimoine de Bienne et environ sera celle de cette maison, la maison de Philippe Robert, au chemin du Cré-Villars. Philippe Robert est l'auteur des peintures dans la salle d'attente de la gare de Bienne. Et si vous ne les connaissez pas, vous pourrez regarder en sortant ici. Il y a une magnifique maquette de cette salle d'attente. C'est aussi lui qui est à l'origine des célèbres illustrations de la Bible de mariage. Peut-être les gens de notre génération connaissent un peu plus ça, parce que nos parents avaient cette Bible de mariage qui a été éditée la première fois en 1930. C'est également l'année de son décès par noyade dans les étangs de Meinisberg, à 49 ans, 6 ans après avoir acheté cette maison. Et comme enfant, j'habitais tout près, là aussi au chemin du Cré, de cette maison, et d'ailleurs toujours maintenant, j'y ai passé et j'y passais très souvent devant. Et aux environs de 1966, alors je ne suis pas 100% sûr de la date, mais ça doit être par là autour, suite à une bisbille entre le locataire et le propriétaire, c'est-à-dire la famille Robert, les locataires ont quitté la maison en plein hiver et ils ont arrêté le chauffage. Et ce qui devait arriver arriva, les radiateurs ont gelé et le bâtiment fut inondé. La famille Robert a demandé à nos voisins, la famille Turcher, s'ils pouvaient aérer la maison tous les jours. Et avec ma copine Ruth Turcher, alors que nous avions, je pense, entre 7 et 8 ans, on était tout petits, on nous a mandatés parfois pour aller ouvrir et fermer les fenêtres afin d'aérer cette maison. Et là, j'ai des souvenirs, vraiment ici où on allait, il y avait des centaines d'illustrations, de peintures, qui étaient mis un peu éparpillées, je pense, pour sécher, je ne sais pas. Et nous, je me vois encore assis par terre, on regardait toutes ces peintures. On ne réalisait pas du tout ce qu'on avait en fait dans la main. Très honnêtement, on trouvait ça pas beau du tout. Bon, à 7-8 ans, on avait plus envie de voir des photos. Mais ça m'a beaucoup marqué. Par contre, la maison m'avait fasciné.
Mais j'y suis plus retourné depuis. Donc c'est quand même une vraiment très belle maison. Elle était toute seule, là, je pense, quand ils l'ont construite à l'époque. Alors les 2 prochains souvenirs sont certainement plus virtuels. En effet, mon père s'est acheté une caméra 8 mm. Et à force de regarder les films, c'était presque comme si j'avais vécu ces histoires. Et puis, mais c'est maintenant les reprenant, puis en voyant à quelle date ces films ont été tournés, je me suis dit, avoir une mémoire des nouveaux funiculaires en 1961, c'est peu probable. Donc cette mémoire, je l'ai du film. J'ai trouvé ici une petite anecdote en faisant des recherches que je trouvais intéressante, que je me suis proposé de vous lire, parce que je pense que vous n'arriverez pas à la lire, mais il faudrait peut-être que j'avance là, ici. Ah, peut-être quand même, mais je la lis quand même. Je veux lire depuis le milieu. Donc c'est tout faux ce que je vous dis. C'est un souvenir, donc ça c'est... j'ai trouvé ça dans le journal de 1961, un compte-rendu de la 63e Assemblée des actionnaires du funiculaire de Bienne. Voilà. Et puis, je lis depuis le milieu, dès le début de l'année, les transformations prévues ont été accélérées à tel point que sans interrompre le tarif, mais je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas plutôt voulu dire le trafic, et cela est essentiel, surtout après ce qu'on verra par la suite. Le 4 février, déjà, les installations électriques et l'automatisation fonctionnaient, alors qu'à la fin mai, les nouvelles voitures étaient en place et les nouveaux câbles posés. À relever que le budget des transformations a pu être maintenu. Alors ici, on voit un petit extrait d'un film de mon père. Donc à cette époque-là, ça c'est la gare de Bienne, des nouveaux funiculaires. C'est une très belle gare. Je ne sais pas pourquoi. Et les travaux, c'était par rapport aux travaux qu'il faisait. Ça c'est vraiment, je pense, un beau document d'archives de mon père. Et là, on voit le vieux funiculaire. Ce funiculaire a été mis en service en 1898. Et puis ici, donc, on voit qu'on est à Beaumont. En 1905, ça a été ouvert. Donc les 7 premières années, il n'y avait pas d'arrêt à Beaumont. Il n'y avait certainement presque aucune maison à cette époque à Beaumont. Et là, on est dans le nouveau funiculaire, le nouveau wagon, la nouvelle voiture, et on voit que tout le monde est devant. C'était un événement. Hein. Contrôleurs, les autorités, je ne sais pas. Et maintenant, on voit en même temps le vieux qui monte. Et chose surprenante, c'est que pendant un moment, ils vont circuler entre le nouveau et le vieux funiculaire. Et j'ai encore un autre document d'archives qui est peut-être là-bas. Il y en a d'autres, ce n'est pas le seul mon père qui avait filmé ça. C'était l'aéroport de Bienne en 61. C'est moi qui pensais que c'était 61. D'après les images, je reconnais mes 2 frères et il me semble que ça doit être à peu près... Ils ont 4 et 6 ans de plus que moi. C'est par là autour. Alors là, il y avait un meeting à l'aéroport de Bienne, dans ce qu'on appelait les marais de Bougeant. Et dans ma collection de lettres, j'ai plusieurs lettres qui ont été envoyées de Bienne depuis la Chaux-de-Fonds, ou à la Chaux-de-Fonds, ou depuis la Chaux-de-Fonds à Berne ou à Bâle, et qui étaient envoyées par avion. Donc on envoyait par avion du courrier de Bienne à Berne. Bon, il faut aussi se rendre compte qu'à l'époque, la poste faisait 2 tournées par jour, et puis on n'avait pas Internet et tout, donc si on voulait envoyer un courrier, je pense qu'on pouvait l'envoyer le matin, l'après-midi, il était là. On voit qu'il y a l'armée aussi qui est un petit peu... J'ai un peu coupé parce qu'on a un petit peu plus, mais... Et je pense que là, on est exactement où il y a sa bague. La caméra est prise, je pense, où il y a... J'ai regardé un petit peu d'après les... Alors ça, c'est vrai, allez voir ce parachute avec un chien, un bout. Hop. Oh, il a l'air content, hein, il n'a pas l'air trop triste. Et ici, un planeur encore, et puis un biplan qui va faire pas mal d'acrobaties. Je n'ai évidemment pas tout gardé. C'est parce que j'ai fait digitaliser tous les films de mon père, donc c'est bien maintenant, on peut les couper plus facilement, là, à rebrousse. Et on voit que les gens sont très contents, là, ils ont vraiment l'air d'apprécier. C'était un événement. Une autre chose qui m'a toujours passionné, mon père me disait toujours, quand on était à Beaumont, quand on passait là, il me disait, ça c'est la vieille route des Villards, vers chez Rolex. Mais bon, elle passait où? Elle venait où? Et j'ai essayé de chercher et de un peu comprendre. Et puis c'est pour ça qu'avant j'ai un peu bafouillé, c'est là que j'aimerais vous lire une petite anecdote, que je pense que là c'est difficile à lire, mais je suis encore étonné en bien. Mais je vous la lis. Donc c'est trouvé dans La Liberté en février 1873. Voici une anecdote qui prouve une fois de plus combien il est imprudent d'abandonner son équipage devant un établissement public pour prendre un verre en passant.
La semaine dernière, 2 époux suivaient en char la vieille route de Bienne à Évillars. Ils avaient fait en chemin l'acquisition d'un beau veau qui était placé au fond de la voiture dans un filet de foin. Arrivé au tirage, ça je ne sais pas où c'est exactement, mais c'est un endroit, le mari et la femme descendent de leur char pour prendre un verre de vin. Lorsqu'ils sortent de l'établissement, l'équipage avait disparu. Ils s'élancent à la poursuite dans l'obscurité jusqu'aux abords de la forêt, où ils retrouvent leur char et le cheval, et non loin de là, le veau que 2 voleurs avaient déjà tiré de sa retraite et s'apprêtaient sans doute à emporter lorsqu'ils ont été dérangés par les propriétaires. Les larrons ont pris la fuite et sont demeurés inconnus. C'est quand même dangereux ces routes, hein? On ne s'imagine pas forcément, mais j'ai trouvé que c'était beau, je me dis je vous la lis cette anecdote. Alors, la route d'Évillars, elle passait par là. Donc ici, on a la route de Reuschnet. Maintenant, normalement, on passe par ici, on vient là, et on tourne, puis on vient à la route d'Évillars. Mais l'ancienne route, elle passait par là. Alors, le départ était où? J'ai un peu cherché ça. Elle était ici, à la place du Jura. J'ai retrouvé ici, ça c'est une ancienne carte. Alors, je pense que la carte est plus récente. C'était déjà plus là, vraiment la route d'Évillars. Mais on voit sur la gauche le restaurant des Caves, un petit peu plus loin le restaurant de la Tour. Et puis, c'était là qu'on monte. Donc, j'ai refait des photos aujourd'hui. Donc, ça, c'est, je pense, l'ancienne route d'Évillars. Si vous connaissez Piche-Dinalerie, vous m'arrêterez. Donc, ce n'est pas une séance exacte. J'essaie de comprendre où ça passait. Et puis, ici, alors bien sûr, il n'y a pas d'escalier. On traversait la rue du Stand. Si je reprends maintenant depuis en haut, je suis sur la rue du Stand, on voit le passage depuis le restaurant La Tour. Et on traverse la route et de l'autre côté, on a ce petit chemin qui monte. Alors, il faut s'imaginer, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de maison. Hein. Et il monte ici, il tourne et il arrive vers le train. Et là, on voit très bien la route qui continue. Et puis, elle était coupée par le train, sauf erreur, en 1877 ou par là autour. J'ai refait une photo depuis au-dessus. On voit très bien cette route qui descendait. Donc, elle continue, elle monte là. Bien sûr, il y a des travaux. Maintenant, on ne voit pas le tracé exact. Et puis, il va prendre, c'est la Pierre Grise. En fait, la Pierre Grise était l'ancienne route d'Évillars, qu'on revoit ici. On continue la Pierre Grise, pour ceux qui connaissent. Et on va traverser ici la route qui va à Beaumont, le Chantemerle. Et puis, on continue la Pierre Grise, c'était toujours la route d'Évillars. Alors, moi, je pensais qu'après, justement, comme j'ai dit, on allait tourner et puis prendre la route qui va maintenant à Beaumont, qui est en fait, je ne sais pas, par là ici, puis qui revient ici à Beaumont. Mais non, on monte direction Macolin, et puis ce bout ici, il n'existe vraisemblablement plus. Et on arrive à Évillars, devant la ferme de la Maison Blanche, où ils ont construit après justement le sanatorium du même nom, juste en dessus de la Maison Blanche. Donc la route devait passer en dessous. Et puis, on arrive au chemin du Compois. Alors, moi, déjà enfant, je me souviens ici, on n'avait aucune maison. On lugeait, on skiait. Donc, les premières maisons qui étaient là, c'était peut-être comme celle-ci ici. Je parle de mon enfance. Puis, vraiment, les maisons derrière là. Mais tout ça, c'était des champs vides. Et donc, c'est le chemin du Compois qui montait ici. On s'imagine de nouveau un chemin au milieu des champs. Et qui arrive, en fait, sur la route ici, d'Évillars, pour ceux qui connaissent. Donc, quand on descendait d'Évillars, là, on arrive dans le village, mais la route allait tout droit, et puis elle descendait. Et le village était à côté. Il y avait que quelques maisons, si on voit avant. Voilà, on voit très bien ici, il y a très peu de maisons à Évillars. Hein. Ça, c'est avant le funiculaire. Le funiculaire, je pense, a quand même tout de suite donné plus de vie à ce village. Alors maintenant, il faut que je revienne au bon endroit. Pas tout aller en arrière. Et puis ici, j'ai retrouvé aussi dans le Tagblatt der Stadt Biel une mise au concours en français de la commune d'Évillars. Donc en 1871, la commune d'Évillars met au concours la construction d'un tronçon de la nouvelle route Bienne-Évillars-Orvin. Les travaux exécutés consistent principalement en une large tranchée au lieu-dit de la carrière Stauffer sur la route Bienne-Reuschnet. Les matériaux provenant de cette tranchée fourniront une très belle pierre de taille. Et puis 71, donc on voit, ça doit correspondre à peu près, je pense, en même temps que le train. Et puis la route, à cette époque-là, elle a fait le tour. Et du coup, ils n'ont pas dû faire un tunnel ou quelque chose sur le chemin de la Pierre Grise. Voilà pour la petite histoire de la route d'Évillars.
Mais c'est vrai que depuis tout gosse, j'ai toujours été un petit peu interpellé par ça. Du coup, je savais maintenant comme un petit bout, mais j'ai encore pris un petit peu le temps d'essayer de bien comprendre pour voir où elle allait. Alors voilà, et puis après le temps est passé. Je vous ai dit, j'ai fait quelques années ici au Pascar. Et après, j'ai effectué un apprentissage de mécanicien de précision dans le Jura bernois. Et puis à 20 ans, j'ai travaillé 6 mois chez l'Ecure SA à Bienne. Et puis 3 ans dans un atelier protégé, c'est de Werkstatt für Behinderte, qui est maintenant le Damweg. À l'époque, on n'était que 3, il y avait le directeur, un responsable pour le montage, et moi je m'occupais de la mécanique. Et en 1981, mon père est décédé d'un infarctus. Et c'est alors mon frère, Étienne, qui a repris la direction de l'entreprise de mon père, à Évillard. Et moi, j'ai dit à mon frère, si tu veux, je viens éventuellement te donner un coup de main. C'était quand même un moment un peu difficile, moi je veux aussi changer, mais j'ai dit, je viens une année, et puis le décolletage, ça ne m'intéresse pas vraiment. Finalement, j'ai fait 3 ans chez mon frère. Et c'est aussi dans cette période que nous sommes mariés avec Damaris, qui est ici. Et puis, à la fin de ces 3 ans, on avait tout à coup eu l'envie d'aller en Inde, parce que mes beaux-parents s'étaient occupés d'un orphelinat en Inde, et puis on a tout liquidé, donc on n'avait pas d'enfants, on voulait aller une année, et puis on a liquidé notre appartement, la voiture, tout. On est allé 3 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais, en tout cas essayer. Et finalement, on n'a jamais reçu les visas, et nous ne sommes jamais partis. Alors on a encore essayé 1-2 mois pour obtenir les visas, après j'ai fait des petits travaux temporaires, et puis c'est là qu'une fois, avec mon cousin Jean-François qui est ici, on a créé Polydec. Alors je vais vous mettre cette petite image qui est un dessin de Caro, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a tous les détails. Donc c'était à Villars, on a loué des locaux dans le bâtiment qui appartenait à ma mère, qu'on avait vu avant, qui était à mon grand-père, à notre grand-père et à mon père. Mon frère est encore toujours là-dedans. Ça, c'est la machine, les premières machines avec lesquelles j'ai travaillé, des Petermann P4, où j'ai appris aussi à calculer les cams, etc. Et puis, on a créé la société le 1er avril, d'où le poisson. Moi, j'ai plutôt tendance à boire un petit peu du vin rouge, et puis mon cousin du vin blanc. On avait décidé ça, un apéro à la Chartreuse. Je pense une des seules fois où on a la Chartreuse, ou presque. Et puis, la grande chose, on a quand même décidé, l'autre idée, c'était d'aller à la plage l'après-midi et puis de travailler le soir, ce que nous n'avons pas fait souvent, je crois même jamais. Voilà, alors c'est un petit dessin qui nous explique le départ de l'entreprise. À noter aussi qu'on avait, pour commencer, on a chacun emprunté 15 000 francs à la banque, et puis on est parti avec ça, parce que puis les premiers sous qu'on a utilisés, c'était pour le salaire, parce qu'on avait rien. Bon, on a eu beaucoup de choses. Et les années suivantes, elles ont été bien chargées. Là, on voit l'atelier. Mon frère a arrêté. Enfin, je ne vais pas vous expliquer tous les détails. Mon frère a arrêté cette partie. Nous, on l'a repris. Et puis ça, c'est des années genre de 85 à 96. C'est des années bien chargées. Nous avons travaillé tous les soirs à minuit pour aller charger les machines. Le samedi matin, le dimanche, on s'alternait les deux. Et puis quelques nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi les pièces ne sortaient pas des machines correctement. Qu'est-ce qu'on avait fait comme faute sur ces machines, ces cams. Et en même temps, nous avons eu la naissance de nos 3 enfants, Joachim, Vanina et Justin. Et en 1996, on a construit une petite usine à Bienne de 650 mètres carrés dans la zone industrielle. Et on a déménagé. De nouveau un dessin de Caro, parce que c'est de Caro nous a fait des dessins sur tout un petit peu notre histoire. On avait reçu ça quand on a fait la vente de Polydec. J'aime bien Coming Soon, Rolex. Là, alors je ne me souviens pas exactement quand j'ai commencé, mais que j'ai commencé à collectionner des cartes postales. Mais je pensais par là autour, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Mais tout a commencé à Paris, au Halles. On était je pense, un week-end là-bas avec Damaris. Et puis, on a fait un rendez-vous, on s'est retrouvés, puis peut-être pour la seule fois de ma vie, j'étais un peu en avance. Et puis, j'ai trouvé, il y avait un vendeur qui était là avec deux chevalets, une petite table et puis des cartes postales. Et puis je commençais à regarder ces cartes postales et je voyais la Suisse, mais bon, je regardais en Suisse. Et je tombe sur une carte postale d'Évillard, de nouveau de l'hôtel des Trois Sapins. Je me dis, mais ça c'est incroyable de trouver une carte postale à Paris des Trois Sapins, j'ai trouvé génial. Et j'ai commencé à chercher, je n'ai pas trouvé d'autres cartes, ni de Bienne, ni d'Évillard.
Mais en fait, c'est vraiment parti de là. Et d'ailleurs, c'est aussi rigolo parce que c'est écrit la station climatérique. Je crois que c'est pas très français, je regardais un cours, mais c'est pas... mais c'est quand même un bon mot. Mais... Alors, du coup, j'ai profité, puisque mon père avait aussi filmé ici en 62 la destruction de cet hôtel. Et ça, on voit l'hôtel des Trois Saints-Pins qui est en train d'être détruit. C'est un vieux bâtiment, mais c'était aussi un témoin de l'histoire qui disparaît. Alors, je ne suis pas adepte de toujours tout garder, il y a quand même des choses qui doivent passer. Je pense certainement que ce bâtiment n'avait peut-être plus un grand intérêt historique et architectural, mais quand même, c'est de nouveau, c'est une pièce de l'histoire qui part. J'ai retrouvé aujourd'hui par hasard encore, mais vraiment par hasard, tout à coup chercher autre chose, et puis il y a eu toute une des discussions entre la ville de Vienne et tout, la ville a racheté, Villars a racheté cet hôtel pour en fait le démolir. Et voilà, c'est démoli. Donc ici, c'est ici qu'il y aura la maison communale. Et on voit encore les trois sapins qui sont encore toujours là, mais qui seront détruits quelques années après. 1999, je n'avais pas toujours que le travail dans la tête. Et cette année, j'ai eu l'idée ou l'envie d'organiser une petite fête entre amis avec de la bonne musique live. Mais le concept a vite pris de l'ampleur et c'est comme ça que l'Industrie Party est née. Là, on a toujours eu une partie officielle où on invitait un orateur ou quelqu'un. Ensuite, des échanges, toujours très convivial et festif, et des apéros. Et puis, voilà, encore une deuxième, quand il faisait beau, on profitait de le faire dehors. Et puis après, toujours un concert, si possible festif et de qualité. Et on a organisé, je pense, une quinzaine d'industries parties comme ça, qui ont toutes rencontré un vif succès. Février 2004, une autre idée lumineuse. En fin de soirée, voire même en début de matinée, j'étais pour la deuxième fois dans un petit bar ici à Bienne, qui s'appelait le Cyber House, qui était créé par Gassman, qui était pour un café Internet. Et là, je me dis, mais on pourrait reprendre ce bar et puis faire des concerts. On avait un bureau à Chicago et j'adorais ces bars de blues à Chicago. Puis je me suis dit, mais voilà, à 3 heures du matin, je voyais un bar de blues avec un guitariste et quelque chose dedans. Je me suis mis à rêver et finalement, on est parti avec ce projet. On a, je pense, organisé entre 200 et 300 concerts minimum. C'est difficile à calculer tout, mais ça fait 20 ans. Donc dans 2 mois, on aura 20 ans qu'on a ce bar. Aujourd'hui, on l'ouvre quasiment plus que le vendredi, quand il y a justement des événements. Parce que voilà, ça demande aussi beaucoup d'énergie et tout. Et puis, voilà, c'est difficile. Mais heureusement qu'on n'en vit pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a passé des bons moments. 2016, avec Polydec, on a déménagé, on a pris des nouveaux locaux. C'était les locaux de Hartmann, qui sont près de... Donc, c'était les nouveaux locaux de Hartmann, qui étaient connus comme fabricants de stores, mais aussi pour les façades métalliques. Ils se trouvaient près de la Tissot Arena. Et puis, comme vous pouvez le voir, Polydec avait quand même bien changé depuis la première photo que je vous ai montrée. On était devenu quand même beaucoup plus moderne. Et ça, c'est dans nos nouveaux locaux au Longchamp. Et après, on s'est dit, bon, mais il faudrait faire une inauguration. On va faire une inauguration. On a beaucoup de place, l'endroit est sympa. Et puis avec Polydec, on était aussi dans une situation financière confortable qui nous permettait d'organiser quelque chose de top. Mais je ne pourrais non plus pas parler que de Polydec, c'est du monde, parce que bon, c'est intéressant, mais enfin, c'est quand même pas... Il n'y a pas à en parler 2 heures. Et je venais de recevoir une photo sur Internet. Quelqu'un m'avait dit, mais vous savez, vous connaissez, il y a une photo, là, c'est un Biennois, Henriot, vous savez, les frères Henriot qui faisaient des voitures. Je n'ai jamais entendu parler des voitures Henriot et des frères Henriot à Bienne. Donc j'ai pris la carte, je pense que j'ai payé quelques francs, je ne sais pas combien. Et puis, après, j'ai commencé de chercher et j'ai vu qu'effectivement, à Bienne, il y a toute une histoire de ces frères Henriot. Et c'était des pionniers, vraiment des pionniers. On le voit ici, donc il est avec sa femme, qui est une des familles bénies, qui avait des Spiro réunis ici à Bienne. Leur maison était juste en face de la tour des pompiers, qui vient d'être détruite. Et sur plusieurs photos d'archives, on voit des voitures Henriot qui ont été prises devant cette maison.
Et à l'exposition nationale de Genève en 1896, la seule voiture exposée fut une voiture créée par les frères Henriot. Ces deux frères ingénieurs biennois étaient vraiment des pionniers au niveau mondial. Plusieurs brevets qui ont été développés par eux vont marquer l'histoire automobile mondiale. Ça vaut la peine, je sais pas, mais on va essayer de chercher, de comprendre et puis de voir tout ce qu'ils ont amené. Alors j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé la trace de la seule voiture Henriot qui existait encore et qui, plus est, a été construite à Bienne, puisqu'après, Charles-Édouard est parti à Paris et il a continué de fabriquer ses voitures à Paris. Elle se trouvait chez un collectionneur en Angleterre. Alors je suis allé visiter ce collectionneur en Angleterre et il a très aimablement accepté de venir avec sa voiture pour cette inauguration. Et puis je me suis dit, mais c'est l'occasion de présenter des histoires du patrimoine. Voilà, il se déconnecte juste quand j'allais passer la vidéo. Je la remettrai vite. Hein. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion de présenter quelques histoires du patrimoine industriel de Bienne à cette occasion. Alors j'ai acheté 2 ou 3 autres objets qui correspondaient à la vie biennoise, que j'ai cherché, et puis avec un ami comédien, Jacques Moser, il s'est joint à moi pour animer cet événement atypique. À noter qu'entre-temps, en 2018, nous avons remis l'entreprise Polydec par MBO, donc c'est-à-dire que des cadres ont repris l'entreprise. Et puis, eh bien, j'ai commencé à chercher partout sur Internet et tout ce que je peux trouver. Et puis, il y a des choses qui étaient intéressantes. Je mets ici, par exemple, les rasoirs arabes, parce que c'est relativement peu connu, comme j'ai compris. À Bienne, donc, il y avait une fabrication de rasoirs électriques qui était quand même assez connue et assez répandue dans le monde. Et on voit ici, ça c'est à la rue Albert Anker, et la maison existe toujours. Maintenant, c'est des lofts. Et on la voit un petit peu sur une autre photo depuis le côté. Et il y avait encore d'autres bâtiments devant, c'était plus grand. Et puis, je vais j'ai fait une toute petite vidéo, mais très, très rapide, un peu de ce qu'on est en train maintenant d'archiver, chercher, trouver. Donc ça, ici, c'est un arrivage. Ben là, voilà, ça, c'est quelques rasoirs arabes, qui n'a rien à voir arabe, qui n'a que le nom, on est d'accord, hein. Et puis, il y a plus de 4000 cartes postales, elles sont toutes archivées, scannées. On a plein de boîtes d'archivage en carton, en bois, pour des enveloppes, des factures, des lettres, des prospectus, tout ce qu'on trouve. Il y a des choses surprenantes, puis il y a des choses beaucoup plus communes. Il y a aussi des choses vraiment anodines, je dirais, comme des autocollants publicitaires, des pins, j'ai aussi presque la collection complète des plaquettes de carnaval, des automates des transports publics, un bout de rail des trams biennois. On a aussi vu avant des box qui étaient remplies de documents et de choses. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. C'est difficile de tout vous montrer, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on fait. Et je remercie ici Michel Rossier qui est juste là, qui m'aide énormément à archiver, à scanner, à classer. Il fait un travail remarquable. Il ne lui reste plus beaucoup de ses soirées et des week-ends de libre avec tout ce qu'il fait. Et mon fils Joachim Conrad, qui n'est pas là maintenant, mais travaille aussi avec moi. Lui, il est infographiste ou designer en multimédia. Et il m'a rejoint aussi dans cette aventure. Alors nous avons beaucoup cherché maintenant un endroit pour exposer, pour exposer ce patrimoine. C'était un long processus, je dois dire. Il y a eu pas mal de discussions. Ça ne s'improvise pas. Et finalement, nous avons trouvé l'ancienne fonderie Benoît au chemin du Longchamp 16. C'est juste à côté de Kauer Meubles et en face de l'armée du Salut, le Brocky. Et là, c'est très très vieux dedans. Vous voyez, j'ai fait quelques photos. C'est des hangars qui ont été construits. On ne peut quasiment rien garder. On aurait bien voulu. On a retourné 2-3 fois avec l'architecte Vincent que j'ai vu, je ne sais pas où. Voilà, il est là, caché derrière. Et puis on a essayé de chercher des solutions, mais oui, on ne peut rien garder. Enfin, rien, quand même. On a fait une vingtaine ou 25 projets et avant-projets. On a beaucoup travaillé, vraiment. On a fait des centaines d'heures, je pense, de séances. Ouais, oui.
Et on a quand même un projet maintenant qui nous semble tenir la route. Je vous le dévoile, c'est un peu comme le drapeau qu'on lève. Voilà, c'est la première fois, comme je dis, qu'on le montre en public. Hein. Et ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, l'idée, c'est de garder ici devant cette partie-là, quand même, qui serait le témoin de l'époque, tout avec cette belle architecture métallique et tout, qu'il faudra bien sûr restaurer. Dedans, on aura un café, ce sera un peu l'entrée du restaurant, de l'endroit. Ici est prévu d'avoir un petit restaurant, donc café là, restaurant, que là on ne gérerait pas nous-mêmes, qu'on va louer. Et puis ici, on va voir encore une vue depuis l'autre côté. Voilà, on aura ici l'entrée de... Parce que le but aussi, c'est d'avoir une salle polyvalente. Et puis ici, la Fondation André Deschaux, 600 petites machines d'horlogerie. Ça, on voit ici à gauche André Deschaux, qui habite Orvin, qui a toute sa vie été passionné de ces petites machines, qui les a restaurées. Très souvent, c'était des tas de rouilles qu'il a reçues. Il les a polies, ripollinées. C'est des véritables œuvres d'art qu'on pourrait mettre dans un salon. C'est juste magnifique. Et puis là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais ici avec... Déjà, il faut que je trouve ma feuille, parce que j'ai perdu le fil. Pourquoi une photo des peintures monumentales de Léopold Robert dans la cage d'escalier des musées d'art d'histoire et de Neuchâtel? Léopold déménagera du Ried à Bienne au Jorat en dessus d'Orvin en 1907. Et André Deschaux, qu'on a vu avant, a très bien connu Paul-André Robert, le fils de Léopold. Enfant, il était très souvent dans la maison des Robert dans le Jorat. Et il possède des tableaux de tous les peintres de la famille Robert. Mais ce n'est pas la raison principale de cette photo, en tout cas pas la seule. Regardez depuis plus près, ça je trouve juste magnifique. Vous avez ces petites machines d'horlogerie, c'est lui qui regarde justement les machines, et c'est vraiment ces machines qu'il a restaurées. Et puis ça, donc c'est quand même une peinture de la fin du 19e siècle. Donc on voit que ces machines, elles sont quand même déjà anciennes. Et ça, je trouve, c'est son fils, Paul-André, Pierre-André, je crois, qui a fait cette photo. Et donc ça, c'est une photo qui a été faite il y a quelques semaines. Alors, je trouvais que c'était comme un clin d'œil à faire. Et une autre collection que j'ai pu avoir ici, de Mario Lusardi. Alors ça, c'est un Italien restaurateur, qui a eu 3-4 restaurants à Berne, et qui est passionné d'horlogerie. C'est un gars, c'est incroyable. Et lui, il a aussi une collection extraordinaire. Alors là, par contre, ces machines sont dans leur état... les puristes préfèrent ça, parce que c'est des machines qui sont dans l'état comme elles ont travaillé, qu'elles sont fonctionnelles. Et il y a des pièces rares aussi, il y a vraiment des choses d'exception. Il y a malheureusement 1-2 pièces qui ne font pas partie de cette collection, mais que j'espère quand même toujours peut-être pouvoir obtenir. Certainement. Par exemple, il a une petite machine d'établi, une petite guillocheuse. Je ne sais pas si ici dans le musée vous avez une grande guillocheuse, c'est déjà des machines très rares. Mais là, c'est une petite guillocheuse, comme ça, à peu près comme ça grande. Et j'étais avec un horloger qui est bien dans le monde, ici aussi de l'histoire de l'horlogerie. Il n'a jamais vu cette machine. Et, au musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds, ils ne l'ont pas non plus. Mais c'est clair, il sait que c'est une pièce rare, et puis pour l'instant... Donc lui a 85 ou 87 ans, et c'est terrible, parce que quand on va voir ces machines, donc maintenant c'est acheté, c'est payé, mais c'est toujours encore chez lui, il montre ça, mais tout à coup il doit sortir, parce qu'il pleure, c'est tellement émotionnel. Parce qu'il aurait évidemment voulu aussi faire un musée, et tout. Après, la vie a fait que les choses ont été différentes. Donc voilà, ça sera encore une des collections qui sera en haut. Et puis, comme j'ai dit, des expositions temporaires qu'on préfère. Et ensuite, on va continuer de monter, moi je passe un peu vite, mais à l'étage. Et là, on aura vraiment l'exposition des musées, où surtout on passe des voitures qui sont quand même, ce qui prend beaucoup de place et tout le reste. Alors, je vous montre ici quand même un petit coup les voitures de la collection qui existe déjà. Je pense qu'il faut gentiment que je m'arrête. Ça, ce sont toutes des voitures qui ont été assemblées à Bienne. Donc, c'est des Vauxhall, Opel, Chevrolet, Buick, une Impala, c'est une Buick. Et puis là, une Oldsmobile, mais qui est en état. Ça, c'est une Ranger qui est très peu connue. Et puis une Corvair.
Alors ça, c'est toutes des voitures assemblées à Bienne. Ça, ce sont des voitures qu'on aurait pensé au début assembler à Bienne, qui ont des plaquettes dedans de General Motors Bienne, mais en fait, elles ont été importées. Bienne n'a pas assemblé ces voitures ici à Bienne, ils les ont importées, General Motors. Et la dernière, ça, j'ai entre-temps pu acquérir cette voiture du collectionneur anglais qui m'a dit, bon, il y en a un seul à qui je la vendrai, c'est à toi. Et il me l'a vendue. Donc elle est de retour ici à Vienne. Voilà, alors c'est ça le projet de la fonderie. Du coup, on a l'endroit, on a acheté l'objet, le projet architectural est prêt, on a fait un accord avec l'urbanisme qui est notarié, on a reçu le feu vert de la Fachausschuss, c'était ici, on est venu plusieurs fois dans ce bâtiment pour discuter avec eux. On a créé une collection, bon voilà, elle est peut-être partiellement atteinte, mais elle ne sera jamais finie, quoi. Alors quels sont les challenges qui restent ouverts? La première chose, c'est l'obtention du permis de construire. Les appels d'offres et la comparaison avec le budget, ça c'est un tout gros morceau parce qu'on est déjà crac et puis ça va être difficile, quoi, parce que les moyens ne sont pas illimités. Justement le financement, donc ça c'est lié aussi avec la vente que j'ai faite de l'entreprise, mais il y a encore des rentrées qui doivent venir dans une année et dans 2 ans, donc on a besoin de ça pour faire ce projet. Équilibrer, j'ai dit, le projet de roulement. Il faudra, bien sûr, il y aura une partie qui sera mise à fond perdue, mais on ne peut pas tous les mois mettre 100 000 francs tous les années. Et après, ça doit tourner une fois que. Donc ça va être un grand morceau aussi. Évidemment que la gestion de la salle polyvalente sera extrêmement importante à ce niveau-là. Est-ce qu'on arrive à créer quelque chose? Il y a 2 solutions. Soit on la loue 365 fois par année à 10 000 francs par jour, et là, ça va aller super bien. Ou on la loue 1000 francs par jour, 12 fois par année, puis là on est un peu dans la... C'est pas évident. Donc où se situe la vérité? C'est facile de tous les écrire. Après, il faudra rendre un peu comme ce musée cohérent, captivant. Je pense que vous en savez quelque chose ici. C'est un métier, c'est pas... Voilà. Assurer la préservation des collections, trouver des bénévoles pour les collections du musée, rendre le café attractif. L'idée, c'est que ce café soit ouvert à 6 h le matin quand on vienne, et puis le soir, il sera fermé à moins qu'il y ait un événement. Mais... je ne vais pas tout raconter, parce que on ne finit plus. Trouver un locataire pour le restaurant, trouver les bons collaborateurs, promouvoir l'endroit, il faut faire du marketing, promouvoir des expositions temporaires, et. J'ai mis ici une petite chose aussi, et last but not least, être ouvert à une proposition de collaboration, d'échange, de synergie avec les NMB. Alors, je ne savais vraiment pas comment écrire cette phrase. Je ne voulais pas être hautain et puis prétentieux, parce que la collection de la fonderie n'a rien à voir avec la collection des musées ici. À part peut-être la voiture Henriot, qui a une vraie pièce de collection, je pense que c'est une vraie pièce de musée, mais les autres choses qu'on a, c'est plutôt des choses de valeur aussi beaucoup émotionnelle. Il y a plein de petits bibelots, petites choses, comme je l'ai dit, des autocollants, bien tout. C'est intéressant, c'est à voir, mais ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas du tout en train de vouloir comparer ce qui n'est pas comparable. Mais j'aimerais surtout dire comme quoi j'ai beaucoup apprécié l'invitation, et puis c'était hyper sympa de m'inviter à dire ces quelques mots. Et donc, pour finir, je dirais, il reste le projet encore loin d'être terminé, mais nous sommes très motivés, et puis nous avançons step by step, donc une chose après l'autre, et puis on verra bien. Je pense que quand même, le moment où on fera le premier coup de pioche, là, on n'osera plus revenir en arrière. Maintenant, on peut encore toujours dire on arrête le projet. Mais après, quand on commencera les travaux. Alors voilà, j'arrive au bout de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Vous n'avez pas tous dormi, mais je n'ai pas entendu quelqu'un ronfler. Ça va. Alors, un très grand merci pour votre intérêt et votre attention. Merci beaucoup.